Interrogando. Mais ne nous enseignez-vous pas? Krishnamurti, moi. Dès le début, cet orateur a dit qu'il n'y avait pas d'instructeur et pas de disciple. Il le dit depuis 45 ans. Et non par manque de six ou pour l'effet d'une réaction, mais parce qu'il a réalisé la vérité que personne ne peut enseigner les éclaircissements à une autre personne à travers un système. Pas si peu de méditation ou de toutes sortes de disciplines. Cette vérité l'a vue il y a 45 ans. Et maintenant vous demandez ou non un instructeur. J'ai déjà expliqué que je ne le suis pas. Être instructeur signifie qu'une certaine personne a accumulé des connaissances et les transmet aux autres, tout comme un enseignant donne aux élèves leurs connaissances. Ce n'est pas du tout notre relation. Ici, nous apprenons ensemble, comme nous l'expliquons déjà clairement. La communication signifie que les gens apprennent ensemble, créent ensemble et regardent ensemble. Comprenant cela, la communication devient totalement différente. Mais cet orateur est censé être sensé étant assis sur une scène. Vous en savez plus que vous. Vous êtes un homme éclairé, je vous le demande. Ayez la gentillesse de ne pas vous donner de telles choses. Vous ne savez rien de la clarification. Si je savais ce que c'est, si vous le comprenez, si vous viviez, vous ne seriez pas là. L'une des choses les plus extraordinaires est de découvrir, d'apprendre et de ne pas être enseigné. Vous n'avez rien à payer à personne pour apprendre. Imaginez, payer de l'argent pour apprendre la vérité. Que fais-tu? Apprendre ou être enseigné? Messieurs, nous essayons de découvrir ce que la fragmentation implique. Lorsqu'il y a un instructeur et un disciple, c'est une fragmentation. Soit supérieur, moi inférieur, âme et corps, division, toujours division. Interroger, la pensée est capable de faire attention à une chose à la fois. N'est-ce pas donc la cause de la fragmentation? Si penser à faire attention à une chose doit rejeter les autres, cela signifie que cette pensée génère inévitablement une fragmentation. L'activité même de la pensée est la fragmentation. Krishnamurti, nous apprendrons. Ayez la gentillesse de ne pas tirer des conclusions. Je demande pourquoi nous vivons dans cet état de fragmentation. Comment cela se produit-il? Quelle est la cause cachée de cette fragmentation? Supposons quelque chose de très simple. Vous êtes l'instructeur et moi le disciple. Pourquoi cette division entre vous et moi? Je veux apprendre ou est-ce que je veux suivre l'autorité qui représente ou que vous-même au-delà de vous-même? Vous dites que vous savez que vous êtes un homme éclairé et je veux avoir ce que vous avez. Je suis passionné. J'ai besoin de quelque chose qui me donne le bonheur. C'est pourquoi je vous suis. Vous êtes le maître et moi le disciple. Voici la fragmentation. Je n'ai jamais demandé pourquoi je vous suis. Quelle est la raison? Quelle est la base de mon acceptation de vous en tant qu'autorité? Cela peut être un névrotique, un maniaque, qui a eu une expérience insignifiante et l'a remplie de son vent jusqu'à ce qu'elle en fasse une chose formidable. Comme je suis incapable de juger, je me rends fascine pour vos barbes, vos yeux ou quoi que ce soit d'autre, et vous suis pur et simplement. Mais si je veux apprendre, je ne vous accepterai pas comme autorité, car en même temps que cela, la fragmentation sera lancée. Voir ceci, s'il vous plaît. Quel que soit le genre d'autorité, spirituelle, police, militaire, au moment où nous le supposons, comme je suppose que vous savez et que je ne sais pas, la fragmentation est créée. Et cela mènera inévitablement le conflit entre vous, le maître et moi. Est-ce très clair? Si c'est le cas, je ne suivrai plus personne. Interrogando. Si la personne nous fait du bien, monsieur, pourquoi ne devrions-nous pas le suivre? Un fragment n'est-il pas mieux que quelque chose de mieux? Krishnamurti. Le maître m'apprend quelque chose et je le fais. Le faire, je suis désolé de plaisir. De plaisir. J'ai compris ce qui m'a été enseigné. Et qu'est-ce que cela indique? Indique mon empressement à vivre, à comprendre. Pas de moi, mais de ce que dit le gourou. S'il disait comprenez-vous, ce serait beaucoup plus important que tout ce qu'il a dit. Ne m'essayez pas comprenez. Essayez de comprendre, mais préfère me suivre pour vous comprendre. Pourquoi cette fragmentation est telle? Interrogez, car nous sommes constitués de processus fragmentaires. Nos facultés sont fragmentaires,
chacune avec une fonction spéciale. Krishnamurti, vous avez du talent pour l'ingénierie. Pourquoi cette faculté devrait-elle entraîner une fragmentation? Avez-vous des aptitudes à jouer du piano? Pourquoi cette question devrait-elle produire une fragmentation? Ne mettez-vous pas le wagon devant les bœufs. C'est la faculté qui produit une fragmentation. Ou c'est l'esprit que être fragmenté est l'un de ces fragments, l'une de ces facultés, et renforce ainsi la division. Je veux en savoir plus sur cette fragmentation. Si je pouvais le clarifier, mon action deviendrait complètement différente et ne serait plus fragmentaire. Et j'ai donc besoin d'enquêter. Je ne veux pas conclure ou commencer par une conclusion. Il y a une fragmentation, l'instructeur et le disciple. L'autorité, le suiveur, l'homme qui prétend être éclairé, ce qu'il dit que je ne sais pas, le communiste, le socialiste, et pourquoi? Comment cela se produit-il? Si je la comprenais vraiment, il a tout appris sur elle, je serais libre d'elle. Ma relation avec l'autre serait entièrement différente. Mon action serait totale, à la fois. Par conséquent, j'ai le devoir de le comprendre. Que me dites-vous, messieurs? Interrogez. Nous vivons dans un état d'attente et de désir. Krishnamurti, nous vivons dans l'attente et cette attente est l'une des conséquences de la fragmentation. Qu'attendez-vous? Est-ce la véritable cause de la fragmentation? Ou est-ce l'un des effets de la fragmentation, comme le désir de succès? Souhaitant le succès est un effet de ma fragmentation? C'est une question plus importante. Je veux succéder à la peinture, à l'écriture, à travers cela ou cela signifie? Alors, quelle est la base de la fragmentation? Interrogando. C'est dû à la limite de chacune de nos facultés. Notre vision est limitée. Nos sens et notre intelligence sont limités. Aucune possibilité, nous devons voir le tout à la fois. Krishnamurti, ma vision n'a qu'une seule direction. Et si j'avais des yeux en arrière, je pouvais voir le tout. Est-ce à quoi nous tenons-nous? Suis-je par hasard que ma vision soit limitée? Bien sûr, ma vision physique est limitée. Je ne vois pas toute la montagne, Alps. Peut-être que je pourrais la voir du haut, dans un avion, mais ce n'est pas ce à quoi nous avons affaire. Nous considérons pourquoi l'esprit, le cerveau, divise. Interrogés, nous n'avons aucune possibilité de penser à tout le monde à la fois. Krishnamurti me dit donc que la fragmentation existera tant qu'il y aura une pensée qui est incapable de penser à l'ensemble en même temps, que c'est la cause de la fragmentation. Interrogando. Oui, et notre communication avec d'autres personnes est également fragmentaire. En ce moment, nous sommes pensés à la connaissance de soi et à ne pas grimper. Tu ne peux pas tout assembler. Piche dans la mort. Voyons maintenant clairement ce que nous avons à faire. Ce n'est pas d'escalade, comme vous l'avez dit, ni d'avoir des yeux derrière votre tête. Nous parlons de notre esprit, de nos façons de penser, de regarder, d'écouter, de tirer des conclusions. Parce qu'il y a ce processus qui implique inévitablement la fragmentation. Ce que nous traitons est interrogando. L'examen est déjà une activité fragmentaire. Krishnamurti. Oui, l'examen même de cette question est déjà une fragmentation. Mais nous demandons pourquoi cette fragmentation existe. Parce que je ne peux pas être en communion totale avec vous et vous avec moi. Voyons avec le processus, le mécanisme, la cause de cette fragmentation. Interrogando. Nous sommes attachés à nos idées sur nous-mêmes et à nos idées sur certaines choses. Krishnamurti. Oui, nous sommes attachés à toutes les forces à une conclusion. Et telle est la cause de fragmentation. Mais pourquoi sommes-nous attachés à une conclusion? Interrogando. Il continue de penser que tout est le résultat de la communication. Par exemple, à l'école, nous avons reçu des leçons du français, de l'anglais, de la géographie. Dès le début, notre éducation est fragmentaire. Krishnamurti. Il dit que notre éducation est fragmentaire et par conséquent, dès le plus jeune âge, notre esprit est conditionné par cette fragmentation. Interrogando. Le processus de pensée consiste à former des conclusions. On ne peut pas penser sans former de conclusions. Krishnamurti. Par conséquent, vous dites tous, par des mots plus ou moins différents, cette pensée est l'origine de toute fragmentation.
Interrogando. La pensée est un fragment de nous-mêmes. Krishnamurti. Oui, pensée est fragmentaire. C'est un fragment de nous-mêmes. Interrogando. Le résultat de notre réflexion, c'est-à-dire nos conclusions, produit nécessairement plus de fragmentation. Krishnamurti, vous avez raison, monsieur. Me dis donc, et j'apprends aussi, tout comme toi. Cette pensée est l'origine de toute fragmentation. Découvrons cela bien. Ne dites pas oui ou non. La pensée est le résultat, la réaction de la mémoire. Et la mémoire est le passé. Et bien sûr, ce souvenir du passé est toujours divisé. Le passé, aujourd'hui et demain, expérience passée, expérience actuelle et expérience future. C'est le passé qui dit « je n'apprends pas, je ne sais pas et j'apprendrai de vous ». N'est-ce pas la principale cause de fragmentation? Que dites-vous, messieurs? Interrogando. Vous avez déjà dit tout cela en parlant de temps. La perception du temps supprime notre attention du présent et divise donc. Krishnamurti, le temps se divise sans aucun doute. Et qu'est-ce que le temps? Enquêtez, monsieur. Il y a du temps chronologique. Je dois aller à la gare pour prendre un train qui part à un certain moment. Et il y a le temps dont j'ai besoin de faire quelque chose pour réussir. Tu sais, je ne sais pas, mais j'apprendrai. Tout cela implique le temps psychologique. C'est-à-dire, je pense. J'apprendrai étape par étape. Je vais aller en passant progressivement de pas à pas, et à la fin, j'atteindrai cet état merveilleux. Il y a donc une division créée par la pensée qui veut du succès. Le succès, cette fois, n'est pas la richesse, mais la clarification ou la foi. Vous dites donc tous que la pensée est le mécanisme qui produit une fragmentation, non? Cette pensée qui dit que vous êtes hindou, vous êtes catholique, vous êtes sombre, vous êtes noir et vous êtes rose. La pensée a conditionné les valeurs d'une société et d'une culture particulière, de sorte que ceux qui n'appartiennent pas à cette culture sont considérés comme barbares. Est-ce très clair? Si c'est la pensée responsable de la fragmentation, que voulez-vous faire? Je dois travailler pour vivre, garder ma famille, et aussi pour moi, parce que j'ai mes problèmes, mes ambitions, mon désir de succès dans la vie, après le gain de subsistance, la famille, la fonction et le désir de, à partir de là, réaliser la position. Et enfin moi, tous fragmentés, pourquoi? Que continuez-vous à me faire? Je vois que la pensée est responsable de tout cela. Est-ce exact ou non? Nous apprenons. Si l'orateur a tort, disons. Enquêtez. Interrogando. Mais nous pensons toujours. À ce moment même, nous pensons. Krishnamurti. Un instant. Vérifions ceci. Nous pensons toujours et disons j'ai besoin de travailler, j'ai de la famille, j'ai besoin d'amusement, de succès, de clarification, de gourou, d'autorité, etc., etc., etc. Et au milieu de tout cela, je crée de la confusion. Mais vous me dites que la pensée est responsable de cet état de choses. J'ai des pensées et ces pensées ont créé une certaine culture. Et à son tour m'a conditionné. La pensée est à blâmer pour tout. Et me dit aussi que je dois travailler. Gagner de l'argent pour garder la famille, les enfants. Bref, le coupable est la pensée. Est-il très vrai que vous ayez raison? Ne dites pas que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire. S'assurer. Apprendre... Interrogando. Nous pensons que derrière la pensée, il y en a encore chose. Krishnamurti. Nous y arriverons. Mais voyons d'abord ce que nous avons à faire. Cette chose qui est derrière la pensée ne peut être réalisée sans comprendre l'ensemble du mécanisme de pensée. Sinon, nous ne ferons que fuir la pensée. Et la vérité? Dans votre vérité, ou ma vérité. Ni mon opinion personnelle, ni la vôtre. Et la vérité, est-ce un fait que la pensée divise? La pensée sépare la vie d'aujourd'hui de mourir de demain. Je sais que demain je mourrai. Je pense que je mourrai et que je serai terrifié. Ou je pense... Oh, quelle merveilleuse expérience ça! J'ai besoin de répéter.
Ou j'ai peur parce que j'ai fait une certaine chose. J'ai besoin de faire attention à ne pas recommencer. Ne laissez pas cela être découvert. La pensée génère donc toujours de la peur, de la douleur et du plaisir. La pensée divise. C'est la vérité, que ce soit Véja ou non. Ainsi, sachant que la pensée produit une fragmentation et maintient donc la division, qu'allez-vous faire? Interrogando, est-ce la pensée qui divise ou la façon dont nous servons nos pensées? Krishnamurti, qui est-ce nous? Qui est-ce moi qui utilise la pensée qui divise? Ne sautez à aucune conclusion. Écoutez d'abord ce que dira l'orateur. Il est nécessaire de gagner la vie, et donc la pensée doit y être utilisée. Quand je rentre à la maison, je me dis la pensée, ma famille, mes responsabilités, le sexe me fait beaucoup de plaisir. Je me sens en détresse parce que ma femme peut m'abandonner. La pensée est en activité à tout moment pour produire une fragmentation. Instructeur, le disciple, le désir de succès. Et qu'allez-vous faire? Savoir que la pensée produit une fragmentation signifie la peur, et donc le conflit. La fragmentation signifie qu'il n'y aura aucune possibilité d'avoir la paix. On peut parler de la paix, de l'intégration dans une organisation qui promet la paix, mais il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura la fragmentation produite par la pensée. Donc, ce fait, qu'allez-vous faire? Roger, identifiez-moi avec pensée. Krishnamurti, qui est ce moi qui s'identifie à la pensée? La pensée n'a pas créé le soi. Je suis mes expériences, mes connaissances, mon succès. Et tout cela est le produit de la pensée. Et on dit, il y a le moi supérieur, Dieu, c'est toujours la pensée. Vous pensez à Dieu, et que pouvez-vous faire? Interrogando. Enfin à la pensée. Krishnamurti. Comme que. Écoutez, Seigneur, la pensée doit travailler pour effectuer un travail mécanique, même pour conduire une voiture. Il dit que c'est enfin nécessaire à la réflexion. Dans ce cas, vous ne pourrez pas gagner votre vie ou retourner chez vous. Ne parlez même pas. Seigneur, note. Apprendre. Om. Nous devons servir nos pensées et nous voyons également qu'elles produisent une fragmentation. Alors, que pouvons-nous faire? Interrogando. Il me semble que chaque fois que nous arrivons à ce point, dans presque toutes nos réunions, je vous le pose, car cette question est responsable? Krishnamurti, voyons. Interroge, j'ai peur. Parce que je me rends compte que cela représente un vrai trébuchement. Krishnamurti. Eh bien, réalisons maintenant que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous voulez apprendre, monsieur? Interrogando. Si possible. Krishnamurti. Pourquoi dites-vous si possible? Je n'ai pas demandé si c'est possible ou non. Mais si vous voulez apprendre. Apprendre. Et qu'est-ce qu'il faut? Curiosité. Ne pas être en désaccord à la hâte. Êtes-vous vraiment intéressé? Voulez-vous apprendre passionnément? Parce qu'il peut résoudre tous nos problèmes. Par conséquent, il a besoin d'intensité, de curiosité, de passion pour apprendre. Avez-vous ces choses? Ou direz-vous, oh non, je préfère attendre. À ce jour, j'ai travaillé avec des conclusions, j'ai besoin d'une nouvelle conclusion pour agir. Si vous voulez apprendre, ces trois choses sont absolument nécessaires. Curiosité, sérieux et énergie. Cette énergie vous donnera la passion que vous devez découvrir pour apprendre. Avez-vous ces trois choses? Ou vous voulez simplement parler indifféremment sur ce sujet? Interrogando. Nécessite beaucoup de subtilité? Krishnamurti. Non, monsieur. L'apprentissage ne nécessite pas de subtilité. Il nécessite un esprit que vous souhaitez apprendre, découvrez. Tout comme un enfant qui le dit, je veux savoir ce que cette montagne est faite. Interrogez, puis-je m'attacher à l'apprentissage? Krishnamurti, Seigneur, pourquoi traduisent-ils en leurs propres termes ce que nous avons dit?
Chris, j'ai dit que nous avons besoin d'énergie abondante, de curiosité pour apprendre. Aussi, de persévérance. Il ne montre pas de curiosité d'1 minute seulement. Et la minute suivante dit « Oh, je suis désolé. Je suis fatigué, bouleversé, je sors une cigarette. » De cette façon, on ne peut pas apprendre. Interrogando, j'ai besoin de certitude. Je crains l'incertitude. Krishnamurti, faites attention à cela. Ce que j'ai dit signifie, je suis prêt à apprendre si cela m'assure une certitude absolue pour le reste de ma vie. Interroger. La fragmentation me donne un sentiment de sécurité. Et j'ai besoin de cette illusion. Krishnamurti, et tu viens déranger ma sécurité. C'est pourquoi j'ai peur et je ne veux pas apprendre. C'est ce que tout le monde dit. Cela m'a fait un grand plaisir d'écrire un livre. Je sais que je travaille fragmentairement, mais ce livre me donne la gloire, l'argent et la position. Ne me dis rien. La maison est en feu. Mais cela ne me dérange pas. Continuons ce point. Si penser est l'origine de la fragmentation, et pourtant nous devons l'utiliser. Que peut-on faire? Comment la pensée peut-elle fonctionner et en même temps ne pas fonctionner? La pensée est responsable de la fragmentation et de toutes les conclusions et des fragments. Vous voyez ça? J'ai besoin de la sécurité et de la peur de l'incertitude. Maintenant, il doit y avoir un mode de vie qui peut vous offrir la sécurité physique dont vous avez besoin et en même temps, la liberté psychologique. Cette liberté vous donnera une sécurité physique absolue, mais vous ne le voyez pas. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre. Si la réflexion est responsable de la fragmentation, et pourtant nous en avons besoin pour subsister, que devons-nous faire? Comprenez-vous cette question? Non, comprenez-le, examinons-le. Je dois servir mes pensées pour aller à la maison où je vis, gagner de l'argent, aller à l'endroit où je travaille et y travailler efficacement. Et pourtant, je vois que cette même pensée est la cause de la fragmentation et par conséquent, du conflit. Je vois que cette pensée doit fonctionner et je vois aussi qu'elle produit une fragmentation. Interroger, voir la fragmentation n'est pas en fait établir un lien entre les fragments. Krishnamurti, non monsieur, il n'y a pas de connexion. Les fragments ne peuvent pas être rassemblés pour former un tout. Les rayons d'une roue ne constituent pas la roue. La façon de disposer des rayons est qui fait la roue. Interrogando. Comment devons-nous servir la pensée et ne vouloir pas de fragmentation? Ne pouvons-nous pas simplement prendre conscience de la tendance de la pensée pour produire cette fragmentation? Krishnamurti, si nous sommes conscients que la pensée produit une fragmentation, le fait même que nous sommes consolides, complètement différents. C'est ce que tu veux dire? Est-ce ce qui se passe en vous? Soyez prudent, monsieur. Allez lentement. La pensée doit être exercée. Mais en même temps, réalisez qu'il génère une fragmentation et donc des conflits, la peur et toutes les angoisses de ce monde. Cependant, c'est la pensée elle-même qui, comme il le dit, doit prendre conscience de ce processus. Voyez maintenant ce qui se passe. Nous avons dit que la pensée était la base de la fragmentation. Par conséquent, la pensée, en devenant connue d'elle-même, et comment la fragmentation génère, est divisée en ceci, et cela, interrogando. Nous devons nous servir de pensée, et nous devons être consolidus à partir de ce genre de pensée qui provoque une fragmentation. Krishnamurti, lentement, que comprenez-vous pour être conscient? Interrogando. Voir. Voyez ce processus mécaniquement? Il a entendu les mots intellectuellement, les comprenait. Et donc je veux appliquer ces mots et la conclusion intellectuelle en voyant un état. Soyez prudent, ne dites pas non. Se voir avec une conclusion où tu vois juste. Avez-vous compris? Interrogando. Lorsque nous arrivons au point où vous avez posé cette question, l'avez-vous fait vous-même? Parce qu'il me semble que si cette question est posée, c'est à nouveau une fragmentation. Krishnamurti, dit cette dame, que si nous posons une telle question à ce stade, nous recommençons une fragmentation interrogando. Et si c'est le cas, qu'est-ce que toute cette enquête a servi? Quelle est votre validité? Prochaine. Krishnamurti,
Je vais vous expliquer. En arrivant à ce stade, nous posons la question. Et cette dame dit, qui pose cette question? Est-ce la pensée qui le fait? Si c'est le cas, alors c'est une autre fragmentation, mais je le fais parce que vous n'apprenez pas. Alors apprenons. Nous voyons cette image? C'est tellement que l'esprit voit. La pensée a produit une fragmentation, la pensée doit fonctionner et produit également une fragmentation. Si vous voyez cela complètement, il n'y a plus rien à demander. Mais nous ne pouvons le voir que lorsqu'il n'y a pas de conclusion, aucun désir de solution, aucun désir de passer au-delà. Seulement quand tu vois complètement ce mécanisme de pensée tel qu'il fonctionne, comme il fonctionne, ce qui est derrière, seulement alors le problème est résolu. Cela ne fonctionne alors pas fragmentairement. Bien que vous deviez travailler dans un bureau, votre action n'est pas fragmentaire lorsque vous voyez le mécanisme dans son ensemble. Si vous ne le voyez pas, faites la division. Job, famille, toi et moi. Voyez-vous maintenant tout le mécanisme? Interrogando. Monsieur, suggérez-vous qu'il est possible de vivre une vie non liée et de travailler en même temps dans la société? Krishnamurti, je montre qu'il est possible tant que tout le mécanisme de pensée est vu, et pas seulement une partie de celui-ci, sa nature et sa structure, son mouvement interrogé. Et comment pouvez-vous le voir plus vite? Krishnamurti, écoutant maintenant. C'est une fois de plus le désir d'obtenir quelque chose. Et cela signifie que vous n'écoutez pas. Vos yeux, vos oreilles sont fixes pour venir quelque part. Alors monsieur, ma question, et je le fais en tant qu'ami, c'est ceci. Voyez-vous tout le mécanisme? En tant qu'ami que je vous le dis, vous devriez voir, sinon vous aurez une expérience terrible et affective. Il aura des guerres, aura les pires souffrances. Pour l'amour de Dieu, voyez-le. Pourquoi ne voyez-vous pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir? Votre ambition? Votre paresseux? Vos innombrables conclusions? Maintenant, à qui peut répondre? Interrogando. Pourquoi répondre? Interrogando. 2. Je sais que j'ai des conclusions, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Ils restent existants. Interroger. 3. Comment pouvons-nous être la sécurité? Krishnamurti. La même question que toujours. Dites-moi où je peux être la sécurité. C'est la question éternelle de l'homme. Interrogando. Il est peut-être préférable de devenir plus consolable que nous vivons, maintenant, et non hier ou dans le passé. Une grande somme de notre attention est détournée par nos portes pour vivre dans le passé et rêver de l'avenir. Krishnamurti, êtes-vous capable de vivre dans le présent? Cela signifie vivre une vie où il n'y a pas de temps. Interroger, suis-je physiquement en vie? Krishnamurti, je vous demande, Seigneur, si vous pouvez vivre dans le présent. Pour vivre dans le présent, il ne doit pas y avoir de temps. Ni le passé ni le futur, ni les désirs de succès, ni d'ambition. Êtes-vous capable de cela? Interrogando. Un peu. Le processus même de construction, par exemple, nécessite un programme. Krishnamurti. Bien sûr, monsieur, pour construire une maison, nous avons besoin d'un architecte pour retracer l'usine et l'entrepreneur pour construire selon l'usine. De même, nous souhaitons un plan. Vous êtes l'architecte. Donnez-moi le plan que je travaillerai conformément à ce plan. Interrogando, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que je voulais construire une maison, une chose concrète. Pour cela, certains plans doivent être réalisés. Krishnamurti, est-ce que l'utilisation de la pensée? Interrogando. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre uniquement dans le présent. Krishnamurti, je n'ai jamais dit une telle chose, monsieur. Si vous vous considérez attentivement à cette question, vous ne vous demandez jamais comment je peux vivre dans le présent. Si vous percevez clairement la nature et la structure de la pensée, vous constaterez que vous avez la possibilité de fonctionner avec l'esprit entièrement libre de penser, et cependant, devrez utiliser la pensée. C'est une vraie méditation, Seigneur, et pas cette chose sans valeur appelée méditation. Eh bien, notre esprit est plein de la connaissance, qui est le produit de la pensée.
plein de connaissances et d'expériences accumulées dans le passé. La mémoire qui fait partie du cerveau est pleine des connus. Je peux traduire le connu en termes de l'avenir ou en termes de présent, mais c'est toujours le connu. Ce connu est que les divisions. Le passé, avec votre réservoir de mémoire, me dit « Faites cela, ne faites pas ça ». Cela vous donnera sûr, cela vous donnera de l'incertitude. Ainsi, lorsque tout l'esprit, y compris le cerveau, est vide de la connaissance, il peut donc utiliser la connaissance si nécessaire, mais travaillera toujours sur la base de l'inconnu, l'esprit libéré de la connaissance. Monsieur, c'est quelque chose qui émerge. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Si vous avez un problème, il se reflète dessus pour réfléchir un jour ou deux. Enfin, vous êtes fatigué, vous abandonnez et vous endormez. Le lendemain matin, lors du réveil, si vous êtes une personne sensible, vous aurez trouvé la solution. Autrement dit, il essayait de résoudre le problème de la vision de certains avantages, de réussir, de certitude. En bref, basé sur la pensée connue. Et après avoir exercé la pensée à tout point de vue, dit-il lui-même, « Je suis fatigué » et le lendemain matin, vous trouvez la solution prête. Autrement dit, cela a exercé l'esprit, la pensée, et enfin vous avez abandonné. C'est alors que vous voyez quelque chose de totalement nouveau. Mais si vous continuez à faire de l'exercice sans interruption, pour former des conclusions sur les conclusions connues, alors bien sûr, vous ne verrez rien de nouveau. Cela nécessite une perception interne extraordinaire, un sens interne de l'ordre. Pas de désordre, mais de l'ordre. Interrogez, y a-t-il une méthode à suivre? Krishnamurti, d'accord monsieur, je me lève, fais quelques pas, descendez les escaliers. Est-ce que cela suit une méthode? Je me lève et accomplis ces actes naturellement. Je n'invente pas d'abord de méthode, puis je le suis. Voyez ce que je veux faire. Tout ne peut pas être soumis à une méthode. Interrogez, puis-je, en quelque temps, vider ce réservoir d'impressions vécues? Krishnamurti, c'est une mauvaise question. Faux parce que ça dit « puis-je dans un certain temps » ? Qui est-ce moi? Et que comprenez-vous en disant dans un certain temps? Vous voulez dire est-ce possible? Messieurs, nous ne posons jamais la question. Concernant l'impossible, je me demande seulement ce qui est possible. Si vous posez une question sur l'impossible, l'esprit doit trouver la réponse sur la base de l'impossible et non ce qui est possible. Toutes les découvertes scientifiques sont basées sur elle. L'impossible, il était impossible d'aller sur la Lune. Mais pourquoi était-ce impossible? 300 000 personnes ont coopéré et travaillé jour et nuit, les appliquant toutes ces énergies mentales, et l'homme sont allés sur la Lune. Mais nous n'avons jamais demandé l'impossible. Notre question sur l'impossible est ceci. L'esprit peut-il vider le connu? Est-ce qu'il se vide et ne le vide pas? Voici une question sur l'impossible. Si vous le faites avec un énorme enthousiasme, un sérieux, une passion, vous trouverez la réponse. Mais si vous dites « Oh, c'est possible », vous resterez coincé dans votre bourbier. Ce matin, nous parlerons de ce qui est en dessous du conscient. Je ne sais pas si j'ai fait une telle enquête, ou si j'accepte simplement ce que les analystes et les psychologues ont dit. Mais, pour examiner cet article avec une certaine profondeur, comme j'espère que nous le ferons ce matin, nous devons poser une ou deux questions fondamentales. Nous devons apprendre. C'est-à-dire, pour nous explorer pour nous-mêmes tout le contenu de la conscience. Pourquoi faisons-nous la division consciente et inconsciente? Est-ce une division artificielle inventée par les analystes, les psychologues, les philosophes? Y a-t-il vraiment une telle division? Si vous souhaitez étudier profondément la structure et la nature de la conscience, qui fera l'enquête? Un fragment parmi les nombreux fragments? Ou y a-t-il une entité, un agent transcendantal capable d'observer la conscience? L'esprit conscient, celui qui fonctionne tous les jours, peut-il observer le contenu des couches inconscientes, ou plus profondes? Et
Quelles sont les frontières, les limites de la conscience? Il s'agit d'un problème très grave, et s'il est compris, presque tous les problèmes humains seront résolus. Ce n'est donc pas un divertissement pour les post-vacants, une chose pour étudier superficiellement pendant une semaine ou deux, puis la laisser tomber et continuer avec le même mode de vie. Examiner profondément ce sujet est un mode de vie. Il ne s'agit pas de comprendre la chose et de sauter de côté. Le contenu de la conscience et les limites respectives ne peuvent être comprises que si elles constituent un engagement de chaque jour. Pas un simple plaisir, mais une tâche qui devrait remplir votre vie, devenir votre mission, votre vocation. Il s'agit d'étudier les profondeurs de l'esprit humain, non pas selon votre opinion ou cet orateur, mais l'observer avec plein et voir ce qu'il existe en plus. Pas seulement gratter la surface et penser à l'avoir compris. Il convient de réaliser clairement que nous ne parlons pas d'une connaissance qui peut être acquise à partir de livres, puis de l'appliquer pratiquement. Si vous le faites, ce que vous apprenez ne vaut rien. Chose d'occasion. Et si cette enquête est considérée comme une sorte de divertissement intellectuel ou émotionnel, il n'aura naturellement aucun effet sur votre vie. Nous sommes sérieusement intéressés par la révolution fondamentale de l'esprit, toute la structure de notre être, afin que l'esprit soit exempt de tout son conditionnement, et pas simplement éduqué et sophistiqué, mais véritable et profond, être des êtres humains. Ce matin, nous apprendrons, si possible, de ce qui est en dessous de la conscience et, observant ces différentes couches ou seules couches, découvrez pour nous le contenu de la conscience. Si ce contenu constitue la conscience, ou si la conscience se termine par ses frontières, ce qu'elle est. Le contenu de la conscience compose la conscience. J'enquête, après étape, par étape, par étape. Alors marchons ensemble. Ne me dites pas plus tard, ayez la gentillesse de répéter ce que vous avez dit. Je ne peux pas faire ça. Premièrement, pourquoi y a-t-il une division entre les couches conscientes et les couches inconscientes, ou plus profondes? Êtes-vous au courant de cette division? Ou est-ce parce que nous avons tellement de divisions dans nos vies? Quel est le cas? Est-ce un mouvement conscient? Un mouvement séparé? Avoir les couches les plus profondes pour être son propre mouvement? Ou l'ensemble entier constitue un mouvement unique? Cela compte vraiment cela parce que nous améliorons l'esprit conscient. Nous l'exerçons, l'éduquons, la forçons et la façonnons conformément aux exigences de la société et de nos propres impulsions, notre agressivité, etc. La couche inconsciente la plus profonde est-elle encore éduquée? Nous avons déjà éduqué les couches superficielles. Éduquons-nous les couches les plus profondes? Ou reste-t-il intact? Qu'en penses-tu? Dans les esprits les plus profonds, la source doit être trouvée et les moyens de découvrir de nouvelles choses, puisque les couches de surface sont devenues mécaniques, conditionnées, ne faisant que répéter, imiter. Il n'y a pas de liberté de le découvrir. Pour bouger, voler, émaner avec les vents, et dans les couches profondes, non professionnelles, sans méfiance, et donc primitives, sans primitive, peut trouver la source de quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas ce que vous ressentez, ou ce que vous avez découvert est l'esprit superficiel si conditionné qu'il est devenu mécanique. Si je suis hindou ou chrétien, cela fonctionne-t-il comme hindou ou chrétien? Et y a-t-il, en dessous de ce niveau, une couche pas encore frappée par l'éducation? Ou l'éducation a-t-elle déjà atteint et, par conséquent, tout le contenu de la conscience est mécanique? Tu me suivais? Interrogez, monsieur. Comment pouvons-nous savoir quelque chose sur l'inconscient? Krishnamurti? Très bien, monsieur. Commençons. Lorsque nous employons le mot savoir, qu'entendons-nous par là? Je ne veux pas être purement verbal, mais il est nécessaire d'obtenir très attentivement dans cette affaire. Que comprenez-vous quand vous dites « je veux savoir » interrogando? Je n'ai aucune expérience de lui. Krishnamurti. Rencontre cela, tant la bonté de ne pas présenter de mots. Que voulez-vous dire par le mot savoir? En utilisant ce mot, que comprenez-vous? Je connais un fait qui s'est produit hier. Toutes les connaissances représentent le passé, non? Je ne vous demande pas d'être d'accord. Voire juste.
Apprenez à vous connaître, car hier je m'étais présenté. Je te connais, car hier tu m'as été présenté. Toutes les connaissances supposent donc le passé. Quand je dis que je sais que c'est un avion volant, bien que le vol se passe en ce moment, la connaissance est qu'un avion vient du passé. Et comment l'esprit superficiel peut-il découvrir à partir des couches les plus profondes? Comment l'esprit superficiel peut-il prendre conscience de l'autre? Interrogez. Gardant tranquillement l'esprit superficiel, nous pouvons nous retrouver des niveaux les plus profonds. Krishnamurti. Y a-t-il à apprendre aux niveaux les plus profonds? Cela suppose qu'elle ait quelque chose à apprendre. Êtes-vous vraiment conscient des opérations conscientes de l'esprit? Comment ça marche? Que sont les vôtres réactions? Nous sommes-nous en connaissance de l'esprit conscient? Voyez à quel point c'est difficile. L'esprit doit regarder de près ce mouvement. Il dit que dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses. C'est ce que disent tous les experts. Il y a en effet, lorsque vous séparez les couches les plus profondes, vous demandez bientôt comment l'esprit superficiel peut-il pénétrer l'autre. Mais s'il n'y a pas de division, ce qu'il y a un mouvement total. Nous ne sommes que des consarides d'un mouvement fragmentaire, et nous nous demandons donc, quel est le contenu de l'inconscient? Si nous sommes des consarides du mouvement total, nous ne posons pas une telle question. C'est clair. Assurez-vous, pas verbalement, mais vraiment. Si la conscience est divisée en fragments, l'un des fragments demande « Pourquoi? Quels sont les autres fragments ?» Mais s'il n'y a qu'un mouvement total, il n'y a pas de fragmentation. Et donc il n'y a pas de telle question. Beaucoup de choses sont en fait pour bien nous clarifier, car nous n'aurons plus besoin des experts. Perçoit la conscience dans son ensemble, ou voir comme un fragment pour examiner les autres fragments. Vous la voyez partiellement ou la voyez en totalité comme un mouvement total, comme celui d'une rivière. Il peut creuser une fosse à côté de la rive et l'appeler la rivière. Mais ce n'est pas la rivière. Dans ceci est le mouvement total. Quel est ce mouvement alors? Comment l'observer sans le fragmenter? Interrogez, me permettez-vous une question? Parlez-vous de l'inconscient, mais est-ce que c'est l'inconscient? On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Cependant, vous pouvez parler du conscient. Ayez la gentillesse de définir la conscience et l'inconscient. Je demande, sommes-nous maintenant inconscients? Krishnamurti, nous demandons-nous, sommes-nous conscients des limites de la conscience? Ou sommes-nous conscients des nombreux fragments qui composent le conscient? Un fragment peut-il devenir une conscience d'autres fragments? Ou sommes-nous conscients du mouvement total de la conscience, sans aucune division? Interrogez. Dans les deux sens, nous le savons, intellectuellement que nous divisons en parties. Autre partie. Cela implique que l'esprit conscient se sépare des autres. Nous disons que la réponse à cette question erronée peut être donnée par les rêves, à travers des signes et des suggestions. Nous commençons donc la fausse hypothèse selon laquelle l'esprit superficiel est séparé de l'autre. Cela signifie que nous ne ressentons pas, ne percevons pas ou ne prenons jamais conscience du mouvement total de l'esprit conscient. Si nous le faisions, nous ne ferions pas une telle question. Je ne sais pas si vous en réalisiez. Interrogando? Bien sûr, certaines personnes souffrent de névrose sans connaître leur origine. Cette origine n'est pas dans l'inconscient. Krishnamurti, souffrez-vous d'une certaine névrose? S'il vous plaît, que ce n'est pas une question simple. Êtes-vous conscient d'être un névrotique? D'une autre manière, interrogez qui peut dire que je suis névrotique. Krishnamurti, tu ne sais pas quand tu es névrotique? Quelqu'un doit-il vous dire que vous l'êtes? Soyez gentil à écouter. Chaque fois qu'il y a une exagération de tout fragment, il y a de la névrose. S'il est supérieur intellectuel, c'est une forme de névrose. Bien que les individus hautement intellectuels soient très élevés, ils sont attachés à une certaine croyance communiste chrétienne, bouddhiste. Être attaché à tout type de croyance est une forme de névrose. Seigneur, regarde ça. Allez lentement. Soyez conscient de votre question. Tout type de peur est une forme de névrose.
Tout ajustement est une forme de névrose. Et toute comparaison de vous-même avec quelqu'un d'autre est un fond névrotique. Tu ne fais pas ça? Interrogando. Oui, je suis. Krishnamurti. Donc vous êtes névrotique. Nous avons affaire à un sujet très grave. Dans notre examen, quelque chose que nous avons déjà appris. Chaque exagération de tout fragment de conscience, car nous le voyons fragmenté. Tout effort pour mettre en évidence un fragment donné est une forme de névrose. Messieurs, obtenez cette vérité dans vos cœurs. Ressentez. Allez avec elle, consacrez son temps, laissez-la s'impliquer pour elle. Appliquez-la à vous-même. Puis posez la question suivante. Nous, comme nous sommes maintenant, divisions la conscience, et dans cette division, il existe de nombreux fragments, de nombreuses subdivisions d'intellectuels, émotionnels, etc. Et l'attribution de l'importance à un fragment donné est la névrose. Cela signifie que, exagérant l'importance d'un fragment donné, l'esprit ne peut pas voir clairement. Par conséquent, l'action d'améliorer un fragment donné crée une confusion. Je vous demande de voir par vous-même s'il y a ou non une fragmentation sur vous. Cette fragmentation est améliorer en lui un fragment, ses intérêts, ses problèmes. Méprisant les autres fragments conduit non seulement au conflit, mais aussi à une grande confusion, parce que chaque fragment veut se manifester, me souligne. Et si nous accordons de l'importance à l'un, les autres commencent à protester, à crier. Ce cri est la confusion. Et cette confusion provient des impulsions névrotiques, désir de remplir, de devenir, de se réaliser. Interroger. Parfois, ce qui nous fait souffrir n'est pas la chose visible. Si une personne hésite à traverser un carré, ce n'est pas le carré qui a peur. Ou si vous avez peur de solitude, il peut y avoir quelque chose dans votre inconscient qui provoque cette peur. Krishnamurti. Oui, la névrose n'est qu'un symptôme. La cause peut se retrouver dans l'inconscient. Bien sûr, cela peut l'être, et c'est probablement le cas. De quoi s'agit-il alors? Interrogando. D'une névrose? Krishnamurti. Après avoir compris toute la structure, nous pouvons aller à la particularité. Mais commencer par la particularité ne nous mène nulle part. Vous rendez-vous compte que l'exagérer l'importance d'un fragment est une forme de névrose? Il y a le fragment intellectuel, émotionnel, physique et psychosomatique. Presque tous d'entre nous attribuent l'importance à un aspect donné de ces nombreux fragments, cette exagération, cette disharmonie. D'autres facteurs de disharmonie surviennent. Quand, par exemple, je dis que j'ai peur de traverser la rue ou que j'ai peur de l'obscurité, l'explication peut être que dans mon enfance, ma mère ne m'a pas traité commodément. Maintenant, ce qui est demandé, ce n'est pas pourquoi je ne peux pas traverser la rue. Question à laquelle nous pouvons répondre, pas besoin de recourir à l'analyste. Si nous comprenons la fragmentation de la conscience, lorsque cette fragmentation est comprise, le problème de traverser la rue n'existe jamais. Comprenons-nous bien? Lorsque nous voyons l'ensemble, l'immensité, la moins importante, disparaît. Mais si nous continuons à accorder de l'importance au moins important, cela commence à créer vos problèmes particuliers. Interrogando. Mais quand il parle de l'importance de voir la totalité de la conscience, qu'est-ce que cela voit? Par exemple, parfois je sais quelque chose, mais je ne vois pas... Comment je le sais? Krishnamurti. Non, monsieur. Réalisez ce que je dis. Écoutez-vous totalement le mouvement de cette rivière. Faites, Seigneur, ne spécule pas. Écoutez la rivière et voyez si vous écoutez complètement, sans faire de mouvement dans aucune direction. Et après avoir écouté ce qu'il dit, interconnectez. La reconnaissance n'a aucune participation à cela. Krishnamurti. Exactement. La reconnaissance n'a aucune participation. Ne dis pas « c'est la rivière et je suis écoute ». Vous êtes si peu en tant qu'entité distincte. Écoutez la rivière. Il n'y a que l'état d'écoute du son.
Ne dis pas, je sais que c'est une rivière. Revenons maintenant. Nous devons bien le pénétrer. Marchons ensemble. Interrogando. Est-ce que le fragment est l'essence de la névrose ou le symptôme? Krishnamurti. C'est l'essence elle-même et le symptôme. Interrogando. Être intellectuel est l'essence et le symptôme? Krishnamurti. Tu ne penses pas que c'est? Voyez, Seigneur, je donne toute l'importance à ma capacité intellectuelle. Je considère que c'est merveilleux. Je gagne n'importe qui dans une dispute. J'ai beaucoup lu et je suis en mesure de corréler tout ce que je lis. J'écris des livres de génie. N'est-ce pas la cause elle-même et le symptôme de ma névrose? Interrogando. Cela semble être le symptôme d'une agitation plus profonde. Krishnamurti. En fait, vous dites que c'est un symptôme et non la cause. Et je dis, voyons, est-ce que tout l'esprit n'est pas divisé, et donc la cause et l'effet sont identiques? Or, Seigneur, quelle était la cause devient un effet, et l'effet devient la cause du mouvement lui-même. Il n'y a pas de démarcation précise entre la cause et l'effet. Ce que hier était devenu un effet aujourd'hui, et l'effet d'aujourd'hui devient le cause de demain. C'est un mouvement, une chaîne continue. Interrogando. Mais n'est-il pas essentiel de voir tout le processus entier et pas seulement la cause et l'effet? Krishnamurti, c'est ce que nous faisons. Cependant, cela n'est pas possible si nous accordons plus d'importance à l'aspect intellectuel, émotionnel, physique, spirituel, etc. Ce que je demande alors, et c'était ma première question, pourquoi diviser l'esprit? Cette division est-elle artificielle ou nécessaire? Est-ce simplement une invention d'experts que nous nous asservons, ce que nous acceptons aussi facilement que nous acceptons tant d'autres choses? Nous disons que les grands hommes disent cela, et nous avalons ce qu'ils disent, et nous l'avons répété. Mais lorsque nous voyons la fragmentation et l'importance de celui-ci, et nous réalisons que toute la chaîne des causes et des effets en découle, et que c'est une forme de névrose, donc l'esprit voit tout le mouvement sans aucune division. Eh bien, monsieur, pouvez-vous l'avoir? Interrogando. Seulement, s'il n'y a pas identification avec le fragment. Krishnamurti. Oui, si vous vous identifiez à l'un des fragments, il s'agit évidemment du même processus. C'est-à-dire que le processus d'être identifié avec un fragment, méprisant les autres, est une forme de névrose, une contradiction. Posez-nous maintenant la question suivante. Pouvez-vous vous identifier au reste des fragments? Vous, un fragment, vous identifiez-vous à tous les autres fragments? Remarquez-vous les astuces que nous pratiquons dans ce numéro d'identification? Interrogando. Je ne peux répondre que si je suis identifié avec un fragment, car alors je pense que je suis incomplet. Krishnamurti. Exactement. Il sent qu'il est incomplet et essaie donc de s'identifier aux autres fragments. Maintenant, quelle est l'entité qui cherche à s'identifier à la multiplicité? Elle est l'un des fragments. Par conséquent, c'est un appareil. Il comprend? Il comprend? Nous disons toujours que j'ai besoin de m'identifier. Interroger, il n'est pas préférable de s'identifier à de nombreux fragments devenir plus complets? Krishnamurti, non, ce n'est pas mieux. Seigneur, laissez-moi d'abord expliquer cela. Il y a beaucoup de fragments en moi. L'un des fragments dit que l'identification d'un fragment provoque une confusion. Ce fragment est de faire d'énormes efforts pour s'identifier à d'autres fragments. Alors je dis, je vais m'identifier au fragment. Qui est cette entité qui essaie de s'identifier aux autres fragments? C'est aussi un fragment, tu ne penses pas? Par conséquent, elle se trompe. C'est si simple. Eh bien, continuons. Il y a tellement de choses à considérer et nous n'avons pas encore quitté la surface. Nous voyons qu'il n'y a pas de vraie division. Je ne vois pas verbalement. Je me rends compte que l'observateur est un fragment qui se sépare des fragments restants pour les observer. Dans cette observation, il y a une division. Observateur et observé.
Et il y a un conflit, il y a de la confusion. Lorsque l'esprit perçoit cette fragmentation et la futilité de se diviser, elle peut alors voir le mouvement total. Si non-voyant, vous ne pouvez pas poser la question suivante. Autrement dit, qu'est-ce qui existe au-delà de la conscience? Ou ci-dessous, ci-dessus ou à côté, comme vous préférez. Ainsi, si vous avez beaucoup d'intérêt, c'est à vous de découvrir ce qu'est la conscience. Et quand vous êtes conscience, comprenez-vous cette question? Je travaille seul. Seigneur, tu dois apprendre tout ce dont tu as besoin pour en savoir plus. Et l'apprentissage, vous pouvez prendre et aider les autres à apprendre. Alors apprenez maintenant, pour le bien de Dieu. Ceci est votre mission dans la vie. Nous demandons comment cela s'appelle la conscience. Qu'en dites-vous? Suis-je conscient? Interrogando. Quand y a-t-il pensé? Krishnamurti. Plus proche? Interrogando. Quand y a-t-il une dualité? Krishnamurti. Quoi? Plus proche? Allez-vous beaucoup plus loin? Interrogando. Quand sommes-nous fragmentés? Krishnamurti. Seigneur, écoute. Quand savez-vous que vous êtes conscient? Est-ce que c'est difficile? Ah. Interrogando. Quand est-ce que je souffre? Krishnamurti. Dit que la dame que nous sommes conscients quand nous souffrons. Quand il y a un conflit. Lorsque nous avons un problème. Lorsque nous résisons. Sinon, la vie est un flux doux, égal et harmonie. Vous vivez sans contradiction. En êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient de quand vous êtes suprêmement satisfait? Non. Interrogando. Krishnamurti. Oui. Que signifie être conscient? Krishnamurti, vous n'avez pas besoin de me demander. Vous le découvrirez vous-même. Au moment où vous prenez conscience que vous êtes heureux, y a-t-il encore du bonheur? Quand vous dites « à quel point je suis heureux », le contentement a disparu. Quand vous êtes heureux, pouvez-vous le dire? Interrogé si je suis conscient du contentement, Krishnamurti, qui est ensuite adopté, on ne peut être conscient que de quelque chose qui a passé, ou de conflit, de douleur, lorsque nous sommes perçus comme confus. Toute perturbation qui se produit pour le moment est d'être consciente. Et toute notre vie est une perturbation contre laquelle nous résumons. Si dans votre vie il n'y avait pas de disharmonie, je dirais jamais. Oh, je suis conscient. Quand il suit votre chemin sans frottement, résistance, bataille, ne dit jamais « j'existe ». Ce n'est que lorsqu'il le dit « je le serai ». Je ne le suis que ce n'est conscient. Interrogando. Cet état à lequel vous parlez n'est pas le même processus d'identification avec un arbre? Krishnamurti, non, monsieur. J'ai déjà expliqué l'identification. Voyons un arbre, je ne l'emmène pas pour une femme ou une église. C'est un arbre. Ce n'est pas une identification. Voir, Seigneur, nous avons découvert une chose. Nous avons appris une chose. Il n'y a que la conscience quand elle est trop. Ou essayer de devenir. Devenir implique un conflit. Je serai, autrement dit, il n'y a que des conflits, tandis que l'esprit est attaché à l'être verbe. Toute notre culture est basée sur ce mot. Je serai un homme prospère. Je suis un échec. J'ai besoin de faire quelque chose d'important. Ce livre transformera le monde. Tu me suivais? Bien qu'il y ait ce mouvement à devenir, il y a un conflit. Et ce conflit rend l'esprit soucieux de l'esprit. Ou dit que je devais être bon au lieu d'être bon. Être bon, c'est aussi une forme de résistance. Être bon, être et devenir la même chose. Interrogando. Pouvez-vous être conscient d'un conflit? Krishnamurti. Il peut en être sûr. Sinon, il ne serait pas possible d'être conscient. Interrogando. Une personne ne peut-elle pas être si impliquée dans un conflit qu'il ne le réalise pas? Krishnamurti. Certainement. C'est une forme de névrose. Monsieur, avez-vous déjà visité un hôpital aliéné? Quelqu'un d'entre vous? J'étais dedans.
pas aussi malade en compagnie d'un analyste. Et toutes les malades, du plus haut étage où les plus violents se limitent à la marche la plus basse, où ils sont les plus doux, tout le monde s'est retrouvé en conflit, élevé au degré d'exagération bien compris. La différence est juste qu'ils sont adaptés. Et nous ici, interrogando, j'essaie de faire la distinction entre la conscience et la perception. Christina morte. C'est la même chose. La perception implique qu'elle est consciente de la division. Quand on est conscient, sans division ni choix, cela signifie que l'esprit n'est pas coincé dans le mouvement de devenir ou d'être. Est-ce que tu comprends? Le mouvement de la conscience est tout ce qu'il sentiment de devenir ou d'être. Devenir célèbre, devenant un travailleur social utile pour le monde. Après avoir observé la fragmentation, après avoir observé le mouvement total de la conscience, il est constaté que tout ce mouvement est basé sur lui, devient ou être. Si vous avez appris cela, Seigneur, et pas simplement d'accord avec moi, vous pouvez maintenant poser une question entièrement différente. Qu'est-ce qui dépasse le mouvement de devenir et d'être? Vous ne posez pas cette question, mais je le pose. Tu le comprends, Seigneur? En regardant ce problème de conscience, à la fois d'un point de vue analytique et philosophique, j'ai réalisé que la division avait été créée par le via, être ou l'être. Je veux être hindou, parce que cela ne promet pas seulement des avantages matériels, mais aussi des progrès spirituels. Si je rejette l'hindouisme, ou si je veux être autre chose, être moi-même, m'identifier. Ensuite, nous avons un processus identique, encore une fois. Ainsi, j'observe. Je vois que le mouvement total de la conscience, ce mouvement d'être, entendu était quelque chose, ou ne pas être ou ne pas devenir. Maintenant, comment puis-je voir ce mouvement? Je le vois comme externe pour moi, ou le vois sans le centre que, comme moi, j'observe le devenir et de ne pas devenir? Comprenez-vous cette question? Non. Il me semble non. Je me rends compte que la conscience totale est ce mouvement. En disant que je réalise, cela signifie que je le perçois comme une chose existante en dehors de moi. Qu'est-ce qu'une photo suspendue du mur ou exposée devant moi? Ou est-ce que je vois ce mouvement comme faisant partie de moi, comme ma propre essence? Est-ce que je vois ce mouvement depuis un centre ou est-ce que je le vois sans ce centre? Si je le vois depuis un centre, ce centre est l'ego, le soi, qui constitue l'essence même de la fragmentation. Par conséquent, lorsqu'il y a une observation par le centre, je n'observe que le mouvement comme un fragment, comme une chose extérieure pour moi, que j'ai besoin de comprendre, de le saisir, de combattre, etc. Mais s'il n'y a pas de centre, c'est-à-dire aucun, mais un seul observant de tout ce mouvement, cela mènera à la question suivante. Alors lequel des deux choses faites-vous? Veuillez voir que nous ne faisons pas de thérapie de groupe, que ce n'est pas un divertissement du week-end, que nous n'apprenons pas de quelque chose, comment devenir sensible ou comment apprendre à vivre de manière créative. Laissez tout cela. Nous nous engageons à un travail difficile, dans une enquête approfondie. Maintenant, comment regardez-vous? Si cette question n'est pas comprise, la vie devient de la torture, un champ de bataille. Dans ce champ de bataille, il veut améliorer l'artillerie ou promouvoir la fraternité, restant dans son isolement. Depuis combien de temps faites-vous ce jeu? Donc, si c'est vraiment et profondément sérieux, vous devez répondre à cette question. Observez-vous le mouvement total de la conscience en tant qu'entité en plein air, sans rapport avec la chose que vous observez, ou regardez-vous sans aucun sens? Et quand vous regardez de cette façon, que se passe-t-il? Pouvons-nous faire une petite visite? Vous rêvez tous beaucoup, n'est-ce pas? Déjà avez-vous demandé pourquoi vous rêvez? Pas comme interpréter les rêves, ce qui est une question impertinente. Ici, plus tard, nous répondrons. Mais jamais vous avez posé la question pertinente, c'est-à-dire pourquoi rêvons-nous? Interrogando. Parce que nous nous retrouvons en conflit. Krishnamurti. Non, monsieur. Ne répondez pas à la hâte. Regardez la question. Pourquoi rêvez-vous? La première question est, est-il possible de dormir sans rêve? Ne dites pas oui, monsieur. Vous rêvez tous. Quels sont ces rêves et pourquoi rêvent-ils?
Les rêves, comme nous l'avons dit, sont le mouvement de continuation de l'activité diurne symbolisant, éliminé dans différentes catégories, mais le même mouvement. N'est-ce pas exactement? Ne pas être d'accord ou en désaccord. Vérifiez-le. C'est tellement évident. Si les rêves sont un mouvement de continuation de l'activité diurne, qu'arrive-t-il au cerveau lorsqu'il y a cette activité incessante, ce bruit constant? Interrogando ne peut pas se reposer. Krishnamurti. Et que vous arrive-t-il? Interrogando. Il s'épuise, passe Krishnamurti. Il dépensait. Il ne se repose jamais. Vous ne voyez jamais rien de nouveau. Ne rajeunissez pas. Tout cela est implicite lorsqu'il y a un mouvement continu. Une activité diurne continue qui se poursuit dans le cerveau pendant le sommeil. Dans l'état du sommeil, on peut prédire un événement futur, car il y a un peu plus de sensibilité, un peu plus de perception, etc. Mais c'est le même mot. Et ce mouvement peut-il se produire pendant la journée, se terminer avec la journée et ne pas être transporté pour dormir? Autrement dit, lorsque vous vous couchez, est-il entièrement terminé? Ne répondez pas à cette question maintenant. Nous l'examinerons. Nous sommes des esclaves du verbe, à être ce qui implique que je serai à l'avenir une personne importante. La comparaison et l'ajustement vont toujours ensemble. Ils ne créent que la répression, les conflits, la souffrance sans fin. Par conséquent, il est important de découvrir un mode de vie chaque jour sans aucune comparaison. Faites et voyez à quel point c'est merveilleux. Comment se libérer de tant de vos charges? Cette perception naît un esprit, sur une manière sensible et donc disciplinée, qui apprend constamment. Pas ce que vous voulez apprendre, ou ce qui vous donne le goût et la satisfaction à apprendre. Apprentissage. Il prendra ainsi conscience du conditionnement intérieur causé par l'autorité, de l'adaptation à une norme, une tradition et une propagande, les paroles des autres et l'expérience accumulée, la leur et la race et la famille. Tout cela est devenu l'autorité, où il y a l'autorité que l'esprit ne sera jamais libre de découvrir ce qu'il devrait être découvert. Une réalité éternelle, entièrement nouvelle. L'esprit sensible n'est limité par aucune norme fixe. Il se déplace constamment pour couler comme une rivière. Et dans ce mouvement constant, il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a aucun désir de remplir. Il est très important de comprendre clairement, avec sérieux et profondément, la nature de l'esprit qui est libre, et donc vraiment religieuse. L'esprit libre voit que toutes sortes de dépendances, les gens, les amis, le mari ou la femme, les idées, l'autorité, etc., génèrent de la peur. C'est l'origine de la peur. Si vous comptez sur vous pour avoir du réconfort, ou comme moyen d'échapper à ma solitude et à ma laideur, à ma superficialité et à ma insignifiance, cette dépendance provoque la peur. La dépendance à l'égard de toute forme d'imagination subjective, de fantaisie ou de connaissance génère la peur et détruit la liberté. En réalisant toutes les implications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté lorsqu'il y a une dépendance intérieure et donc une peur, et que seul un esprit confus et léger dépend. Question. Comment puis-je me débarrasser de la dépendance? Et il y a une autre cause de conflit? Avez-vous remarqué que la personne à charge est nécessairement confuse? Si vous connaissez cette vérité, que la personne qui dépend intérieurement de toute autorité ne peut que créer une confusion. Si vous vous en rendez compte et ne vous demandez pas comment vous pouvez vous débarrasser de la confusion, vous cesserez de dépendre. Votre esprit deviendra un supérieur sensible et donc capable de vous apprendre et de vous discipliner sans aucune contrainte ni ajustement. Tout cela est plus ou moins clair. Pas verbalement, mais en fait, je peux imaginer ou penser que je vois clairement, mais cette clarté est d'une brève durée.
La perception vraie et claire ne devient possible que lorsqu'il n'y a pas de dépendance, et donc, il n'y a pas de confusion de la peur. Pouvez-vous, honnête et sérieusement, demander pour savoir si vous êtes libre d'une autorité? Cela nécessite beaucoup d'enquête de vous-même et une vigilance attentive. De cette perception claire, il provient d'une action d'espèce totalement différente. Une action non fragmentaire, divisée, politiquement ou religieusement. Et voici l'action totale. Question. D'après ce qu'il dit, on peut comprendre qu'une action, qui peut être considérée comme une réaction à une autorité extérieure donnée, peut à l'autre point une action totale de la part d'un autre individu. Répondez. Intellectuellement, verbalement, nous pouvons nous rivaliser, nous liquider mutuellement par des explications, mais cela n'a aucun sens. Ce que vous pouvez sembler une action complète, cela peut sembler une action incomplète. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir si votre esprit, en tant qu'esprit humain, agit complètement. Une entité humaine appartient au monde et n'est pas un individu. Le mot individuel signifie indivisible. L'individu est un être qui n'est pas divisé, qui n'est pas fragmentaire. Un être complet, mental et physiquement, le sont. Et aussi, un moyen complet signifie sacré. Vous pouvez dire que vous êtes un individu, mais ce n'est pas absolument une vie sans autorité, sans comparaison. Et verra comment c'est merveilleux. Ayant une énergie énorme lorsqu'elle n'est pas en concurrence, elle ne compare pas et ne réprime pas. C'est alors une entité vivante, saine, complète, et donc sacrée. Question. Ce que vous dites n'est pas très clair pour moi. Que dois-je faire? Réponse. Soit ce que je dis n'est pas très clair, soit ne comprend pas bien l'anglais, soit ne donne pas une attention continue. Il est très difficile de soutenir l'attention pendant 1 heure et 10 minutes. Il y a des moments où toute attention n'est pas accordée. Et ensuite je dis, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Assurez-vous de prêter une attention constante, d'écouter, de regarder ou de devenir lent à vague. Quel est le cas? Question. Croyez-vous qu'il est possible d'apprendre en continu? Réponse. Se poser vous-même cette question, cela rend déjà les choses difficiles. En tant que telle question vous empêche de vous apprendre. Vous rendez-vous compte? Je m'en fiche si je peux apprendre en continu. Ce qui m'intéresse, c'est cela. J'apprends. Si j'apprends, peu importe si cela se produit constamment. Je n'en fais pas un problème. Une telle question n'a pas d'accès lorsque j'apprends. Pouvez-vous apprendre de quelque chose? Réponse. Tant que vous êtes conscient de l'apprentissage. C'est très complexe. Regardons un peu ça. Puis-je apprendre continuellement? Quel est le facteur important ici? C'est l'apprentissage. Quand j'apprends, le reste du temps, l'intervalle de temps, et ainsi de suite. Je me soucie juste de ce que j'apprends. Il est naturel que l'esprit se disperse, se fatigue, devienne désavantagé. Quand il frappe, l'esprit s'intéresse aux choses du plus absurde. La chose importante n'est donc pas comme rendre l'esprit inattentif. La chose importante, par conséquent, n'est pas comme rendre l'esprit attentif inattentif. L'important est que l'esprit prend conscience d'être inattentif. Je suis conscient, observant les choses, le mouvement des arbres, le fonctionnement des eaux, et me regarder sans corriger, sans dire que cela devrait être ou non, observer simplement. Lorsque l'esprit qui observe est fatigué, il devient inattentif et devient soudainement conscient de cet état et essaie de se forcer à faire attention. Le conflit entre l'attention et l'inattention survient. Et je vous le dis, ne faites pas ça, mais soyez conscient d'être inattentif. Juste ça. Pouvez-vous nous expliquer comment être conscient d'être inattentif? Réponse. J'apprends sur moi-même, pas selon un tel psychologue ou un tel experté. Je me regarde et je me vois dans une certaine chose. Je ne la condamne pas, je ne la juge pas, je ne la mets pas de côté, je la regarde. Je vois que je suis une personne fière. Ce n'est que par exemple. Et je ne dis pas ce qu'une mauvaise chose est fière. J'ai besoin de le repousser. Je note juste. Regardez, j'apprends. L'observation de la fierté signifie apprendre ce qui est latent. Comment il est originaire. Je ne peux pas le regarder pendant plus de 5 ou 6 minutes.
Et c'est beaucoup. Ensuite, je deviens inattentif. Comme j'étais attentif, et je sais ce qui est l'inattention, deuil pour convertir l'inattention à l'attention. Ne faites pas une telle chose. Cependant, observez l'inattention. Devenir consentement à être inattentif. Juste ça, et rien de plus. Arrêtez-vous là. Ne dites pas que je dois passer mon temps attentif, mais notez uniquement quand il est inattentif. S'étendre plus à ce sujet deviendrait très compliqué. Il est à l'esprit la capacité d'être continuellement attentif et vigilant. Vigilant même lorsqu'il n'y a rien à apprendre. Cette capacité que l'esprit a, quand elle est silencieuse, est silencieuse. Qu'avez-vous pour apprendre l'esprit silencieux, plein de clarté? Question. La communication par des mots, les idées ne devient-elle pas une habitude, une tradition? Réponse. Il ne peut devenir une habitude ou une tradition que lorsque les mots deviennent importants. La nécessité d'une communication verbale qui est de voir en commun la chose qui est observée, par exemple, la peur. Cela signifie que nous sommes, vous et celui-ci, qui leur dit, observant, coopérant, partageant au même niveau, en même temps, avec la même intensité. De ceci est née une communion verbale qui n'est pas une habitude, demande. Comment un individu total, complet, est-il mentalement un individu non fragmenté, mais indivisible d'en aimer un autre? Comment un être humain complet peut-il aimer un être humain fragmenté? Quoi de plus? Comment un individu complet peut-il aimer un autre individu complet? Réponse, cela ne peut pas être complet si vous ne savez pas ce qu'est l'amour. S'il est complet, dans le sens où nous employons le mot, il n'est pas question d'aimer l'autre. Avez-vous observé une fleur? Sur la rive du chemin, il existe vie, bronzage, exposé au vent, dans la beauté de la lumière et de la couleur, et ne vous dit pas « Eh, venez me sentir, venez plaisir avec moi, regardez-moi ». Elle vit, et sa propre vie est l'amour. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.